On vit pas dans un monde libre, on vit dans un monde financé. Et la finance, aujourd'hui, est la forme la plus sophistiquée de domination jamais créée. On nous a appris à penser l'économie comme une science neutre, des chiffres, des courbes, des modèles mathématiques. Quelque chose de froid, d'objectif et presque inévitable. Mais posez-vous une question simple. Qui a écrit les règles? Pourquoi est-ce que certaines pratiques sont considérées comme normales, rationnelles et modernes, alors que d'autres sont qualifiées d'archaïques, idéologiques ou irréalistes? Le système financier dans lequel on vit n'est pas tombé du ciel. Il est le produit d'une histoire, d'un rapport de force et d'une vision du monde très précise. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va pas vous dire que l'Occident est mal incarné, ni que tout est complot, mais on va regarder la finance comme ce qu'elle est vraiment, un outil de pouvoir. Vous allez comprendre comment, après la fin du colonialisme, les mécanismes de domination ont simplement changé de langage. Comment la dette, la monnaie et la croissance sont devenus des instruments de contrôle. Et surtout, vous allez découvrir pourquoi une alternative économique, souvent caricaturée ou ignorée, propose une autre manière de penser la richesse, le risque et la justice. Si vous êtes resté là, c'est pas juste par curiosité. C'est parce que quelque part, vous sentez que quelque chose tourne pas rond. Et maintenant, on va mettre des mots dessus. Pour comprendre le présent, il faut accepter une idée inconfortable. La colonisation s'est jamais arrêtée. Elle a tout simplement changé de méthode. Elle passe plus par des armées, mais par des contrats. Prenons des faits. En 1804, à l'issue d'une révolte d'esclaves victorieuse, Haïti devient la première république noire indépendante du monde. Mais cette liberté, acquise au prix du sang, est rapidement encadrée par une autre forme de domination, la finance. En 1825, sous la menace explicite d'une flotte militaire française, le roi Charles X impose à Haïti une condition pour reconnaître son existence. Payer 150 millions de francs or pour indemniser les anciens colons esclavagistes. Aujourd'hui, c'est une somme qui représenterait une vingtaine de milliards de dollars. Haïti n'a évidemment pas cet argent. Elle se retrouve donc contrainte d'emprunter auprès de banques françaises à intérêt. Cette somme sera plus tard réduite, mais les intérêts, eux, continuent de courir. Résultat, pendant plus d'un siècle, une part massive du budget haïtien sert uniquement à rembourser cette dette pour payer le prix d'une liberté déjà acquise. Les derniers paiements liés à cette indemnité s'achèvent qu'au milieu du XXe siècle. Haïti est indépendante sur papier, mais économiquement, elle est asphyxiée dès sa naissance. Le deuxième exemple qu'on peut prendre est celui de l'Égypte. Au XIXe siècle, l'Égypte cherche à se moderniser. Pour ça, elle a besoin de nouvelles infrastructures, de chemins de fer, d'administration ou encore de budget pour son armée. Pour financer cette transformation, elle emprunte massivement auprès des banques européennes. En quelques années, la dette explose avec des taux élevés. Entre les années 1860 et 1875, la dette extérieure égyptienne passe de quelques millions à près de 90 millions de livres sterling. Un niveau immense pour un pays dont les recettes fiscales étaient déjà très limitées. Et une grande partie de ces prêts servaient uniquement à payer les intérêts élevés exigés par les créanciers européens. Pour faire face au remboursement, le khedive Ismaël Pacha fut contraint de vendre en 1875 les parts que l'Égypte détenait dans la compagnie du canal de Suez, soit environ 44% des actions, pour un montant d'environ 4 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne, une fraction infime de la valeur économique stratégique réelle de ce passage maritime qui venait tout juste d'être inauguré en 1869. Cette vente n'était pas un choix libre, elle était dictée par la pression des dettes et des échéances impossibles à honorer. Peu après, en 1876, les créanciers européens imposent une caisse de la dette publique, une institution chargée de superviser directement les finances égyptiennes pour garantir le remboursement. À partir de là, l'Égypte contrôle plus réellement ni ses recettes, ni ses priorités économiques. Ces deux cas sont pas des accidents de l'histoire, c'est des modèles. Mais si vous voulez voir la forme la plus aboutie de ce néocolonialisme financier, on peut aussi parler du franc CFA. 14 pays d'Afrique utilisent encore cette monnaie créée par la France en 1945. À l'époque, l'acronyme cache pas du tout son jeu et signifie littéralement « franc des colonies françaises d'Afrique ». Bien que le nom a été changé plus tard pour des termes un peu plus lisses comme communauté financière africaine, l'ossature technique, elle, est restée quasi intacte pendant 80 ans. Officiellement, c'est une garantie de stabilité. Officieusement, c'est ce que l'économiste Ngodo Samba Sylla appelle une servitude monétaire. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Si l'euro est fort, le CFA est fort. Résultat, ces pays décident pas librement de leur politique monétaire. Ils peuvent pas ajuster leur taux de change pour soutenir leur exportation. Ils peuvent pas créer de monnaie pour financer leurs priorités économiques. Les exportations africaines deviennent trop chères et les importations européennes inondent le marché local. Impossible pour ces pays d'évaluer leur monnaie pour booster leur propre industrie. Et aujourd'hui, l'extraction continue. Selon un rapport d'Oxfam en 2025, les pays du Nord ont
ont extrait près de 921 milliards de dollars des pays du Sud, seulement via le système financier. C'est un montant qui représente l'argent qui sort directement des budgets publics du Sud pour payer uniquement les intérêts des créanciers, qui sont souvent des banques privées ou des institutions des pays du Nord, avant même de rembourser le capital. Mais l'extraction est encore plus profonde. Des chercheurs comme Jason Heikel estiment que via l'échange inégal, c'est l'équivalent de 10 000 milliards de dollars qui sont ponctionnés chaque année aux pays du Sud, soit 30 fois plus que l'aide au développement qu'ils perçoivent. C'est pas un système qui se contente de contrôler les États. Il façonne aussi notre manière de penser. On nous répète que la croissance est la solution à tout. Mais croissance pour qui? Depuis des décennies, la richesse globale augmente. On a de la croissance. Et pourtant, on voit aussi des inégalités qui explosent. Mais au-delà des chiffres, il y a une vérité encore plus inconfortable. La colonisation finale, c'est pas celle par la dette, ni celle par la monnaie, mais c'est la colonisation des esprits. C'est quand on finit par croire que le système actuel est le seul possible, que l'intérêt est une loi de la nature comme la gravité. On a tous été entraînés à qualifier tout ce qui sort de la norme occidentale d'archaïque ou d'irréaliste. On nous a appris à avoir honte de nos propres modèles. Et c'est précisément là que la finance islamique intervient. Non pas comme un produit bancaire, mais comme un acte de libération mentale. Dans un système fondé sur l'intérêt, celui qui possède du capital est rémunéré, indépendamment du résultat réel. Celui qui emprunte est celui qui porte le poids du risque. Qui réussisse ou non, la dette va grandir. Et c'est exactement ce que la tradition islamique appelle le riba, la création de richesse sans risque, créant un déséquilibre structurel. À ça, on peut ajouter la financiarisation extrême, des produits complexes, abstraits, détachés de toute économie réelle, spéculant juste sur la dette ou la faillite. C'est le gharar, l'incertitude excessive qui transforme l'économie en un casino géant. À chaque crise, le scénario est identique. On a des profits privatisés, mais des pertes socialisées. Les États sauvent les institutions et les banques, et c'est les populations qui paient l'austérité. C'est pas un bug, mais c'est la logique du système dans lequel on vit. Le problème n'est pas que le système actuel est mal appliqué. C'est ce qu'ils considèrent comme normal et ce qu'ils considèrent comme positif. Dans la finance dominante, gagner sans produire est acceptable. Transférer de risque sur une plus faible est rationnel. Et extraire de la valeur sans aucune responsabilité est légal. La finance islamique renverse ce point de départ. Elle commence par une question que le système occidental pose jamais. Est-ce que cette transaction est juste? Ici, l'argent ne peut pas engendrer de l'argent par lui-même. Il doit passer par le réel, le travail, un actif tangible, une responsabilité partagée. La prohibition du riba, des intérêts, devient une protection systémique. Personne ne peut exiger un rendement garanti sans s'exposer au risque. La prohibition du gharar, l'incertitude excessive dans les contrats, exclut les montages opaques tout en empêchant l'économie de se détacher du réel. Tout ce qu'on a vu comme crise financière récurrente, bulle spéculative, explosion de la dette, c'est pas une fatalité, c'est le résultat d'un système qui autorise l'irresponsabilité. La finance islamique promet pas un monde sans risque. Elle oblige chacun à l'assumer. Un système où le capital ne domine pas le travail, où la finance ne domine pas l'économie réelle et où l'économie ne domine pas la société. Si un système fondé sur le partage du risque, la justice et l'ancrage réel existent, pourquoi continuer à accepter celui qui produit tout l'inverse? Décoloniser la finance, ça ne veut pas dire rejeter la modernité. Ça signifie refuser qu'un seul modèle impose sa vision du monde à toute l'humanité. C'est pas remplacer un système par un autre, ni idéaliser le passé. Il s'agit simplement de reprendre le droit de poser les questions qu'on nous a appris à ne plus poser. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que le progrès? Et qu'est-ce qu'une économie juste? La finance islamique prétend pas être parfaite, mais elle pose une question que le système dominant évite. Et si l'économie devait servir l'homme, et non l'inverse? Les chaînes les plus solides sont celles qu'on ne voit pas. À toi maintenant de décider si tu veux continuer à les porter.